L'arme archéologique dans les discours des africanistes au XXe siècle, la rupture du colloque du Caire de 1974. Dans les années 1950 à 1960, la production scientifique des chercheurs africains sur les origines du peuplement et la civilisation de l'Égypte ancienne déclenche une polémique dans la communauté scientifique internationale. Interpellée, l'Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture, UNESCO, organise au Caire, du 28 janvier au 3 février 1974, un colloque international sur « le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique ». C'était pour faire le point sur l'origine du peuplement de l'Égypte antique et cerner les limites de ses aires culturelles et anthropologiques. En fait, depuis au moins le siècle précédent, la civilisation de l'Égypte ancienne était devenue un enjeu pour le positionnement culturel sur la scène internationale. 20 spécialistes et 5 observateurs d'Europe, d'Amérique et d'Afrique et 2 représentants de l'UNESCO furent conviés aux travaux. Se fondant sur des preuves archéologiques issues des fouilles effectuées en Égypte, des chercheurs africains s'opposèrent à l'interprétation des dites données créditant, jusque-là, l'Occident du monopole de l'initiative historique. En analysant l'évolution des usages faits des découvertes archéologiques sur l'Égypte ancienne au XXe siècle par les africanistes européens et africains, et en relevant les finalités de leurs approches interprétatives, il s'agit de voir, dans cet article, en quoi le colloque du Caire fut un tournant dans la réorientation de la vision des Africains sur leur place dans l'histoire de l'humanité. Une mise au point sur l'état de la recherche et de l'usage des découvertes archéologiques sur l'Égypte ancienne avant le colloque du Caire permettra de mieux cerner les thèses que les chercheurs africains ont défendues lors de cette rencontre. À partir de ces postulats, ce travail éclaire les dynamiques induites par leurs travaux pour le reste du siècle. État des lieux des découvertes archéologiques avant le colloque du Caire de 1974. L'Égypte ancienne intéresse les chercheurs depuis au moins le XIXe siècle. Cela s'inscrivait dans l'élan général de fascination animant les Occidentaux pour l'Orient. Cette partie du monde attisait en effet leur curiosité et faisait l'objet d'expéditions scientifiques et militaires. C'est ainsi que Frédéric Caillot explora le Haut-Nil et découvrit les ruines de Méroé en 1821. L'année suivante, 1822, à partir de la pierre de Rosette découverte par les troupes françaises en expédition en Égypte en 1799, Jean-François Champollion déchiffra les hiéroglyphes. Entre les années 1850 et 1870, Auguste Mariette fouilla Saqqara, Gizeh et Nubie, retrouva des momies égyptiennes et de multiples objets. Gaston Maspero découvrit des textes religieux et rituels à Saqqara en 1881 et conduisit les travaux de désensablement du Sphinx à Gizeh en 1886. Sur la même lancée, Émile Amélino, entre 1897 et 1898, fouilla Abydos et découvrit le tombeau d'Osiris. Dans la période allant de 1894 à 1911, William Petrie, James Kibble, qui découvrit la palette de Narmé en 1894, Howard Carter et Cecil Firth effectuèrent des recherches dans le delta du Nil, à Saqqara, Deir el-Bahari et à Luxor. Édouard Naville, de 1882 à 1906, et Seton Lloyd entre 1297 et 1937 firent aussi des recherches en Égypte, tandis qu'Henri Breuil explorait l'Éthiopie, 1933. De même, Louis Leakey découvrait au Kenya le fossile du proconsul africanu en 1948. Au bout de plusieurs décennies, ces archéologues exhumèrent une masse critique de vestiges sur l'Égypte ancienne. Il apparut alors qu'avait fleuri sur cette terre une très grande civilisation. En Europe, départagée, ces découvertes avaient un écho certain. Dans ce contexte, certains africanistes européens orientèrent leurs interprétations vers la nécessité de démontrer, pour justifier la colonisation qui divisait l'opinion, que c'étaient les Blancs qui avaient bâti l'Égypte ancienne et étaient restés depuis lors au centre de l'histoire. Cela s'inscrivait dans la logique des penseurs qui, comme Georg Wilhelm Friedrich Hegel, niaient l'historicité de l'Afrique, estimant que c'était un monde anhistorique non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle. Ils étaient égyptologues, anthropologues, ethnologues, philosophes ou historiens tels que Joseph Arthur de Gobineau, Georges Cuvier, Charles Gabriel Séligman, Pierre Gaxot, Lucien Lévy-Bruhl, etc. Ils fondaient leur thèse sur les préjugés suivant lesquels, plus apparentés aux singes qu'à l'homme, les Noirs avaient une mentalité prélogique et n'avaient pu bâtir une civilisation aussi signifiante. Les peuples des contrées orientales qui n'étaient pas loin de l'Égypte en étaient aussi incapables car, selon eux, les concepts qui soutenaient leurs inventions renfermaient des éléments mystiques. L'interprétation des résultats livrés par les fouilles en Égypte par les anthropologues, ethnologues et historiens colonialistes reposait donc sur l'évaluation de la valeur culturelle, mentale et intellectuelle des merveilles civilisationnelles de ce territoire, art, temples, pyramides, monuments, institutions politiques, religion, culture, système social et économique. En effet,
Il postulait que seul un peuple dont l'histoire était guidée par la logique les aurait réalisés. Or, il était admis que la raison était l'apanage de l'Occident. Sous ce prisme, admettre que la civilisation de l'Égypte ancienne avait été édifiée par des non-occidentaux équivalait à reconnaître que les peuples sur lesquels les puissances envisageaient d'établir leur domination coloniale étaient civilisés et que la mission civilisatrice était sans fondement. À ces postulats, certains égyptologues apportèrent une caution érudite. Giuseppe Sergi, William Matthew Flinders Petrie et Grafton Elliott Smith estimèrent que la population primitive qui occupait la vallée du Nil était, de la période prédynastique, 8000 à 3150 avant Jésus-Christ, à la première dynastie, 3150 à 2850 environ avant Jésus-Christ, de race brune, méditerranéenne, ou hamite, et était venue d'Asie, de Mésopotamie ou d'Élam. En fait, l'analyse convergeait vers le fait que la population ayant jeté les bases et édifié la civilisation de l'Égypte ancienne était blanche. Toutefois, il fallait expliquer la présence des Noirs sur les iconographies, et il fut ajouté qu'il arrivait que la pigmentation de cette race soit foncée, pouvant aller jusqu'au noir. À la suite d'Hermann Juncker estimant en 1921 que les nègres vrais ne seraient apparus dans la vallée du Nil qu'à partir de la 18e dynastie, vers 1600 avant Jésus-Christ, cette interprétation reçut largement l'approbation des égyptologues. Il advint alors que le mot égyptien néhési qu'il traduisait par nègre le fut désormais par nubien. À la fin des années 1940, bousculant la chronologie, Étienne Massoulard situait le peuplement de l'Égypte à la période comprise entre le Paléolithique et la fin de la période protodynastique, 12 000 à 3 000 avant Jésus-Christ, et l'estimait hétérogène, 30% à 35% de négroïdes, 30% de méditerranéens, et le reste de cro-magnoïdes et de métis. Suivant ce dosage, la thèse d'une population de l'Égypte ancienne ayant majoritairement une pigmentation claire demeurait en vigueur. L'historiographie coloniale présentait donc le peuplement de l'Égypte ancienne comme étant venu du nord ou de la région indo-européenne et que ce sont des leucodermes, blancs, qui avaient bâti sa civilisation. Dans cette mouvance, les colons ne faisaient que continuer un cycle de conquête, et les peuples colonisés, dont les Africains, considérés comme des primitifs et n'ayant pas pris d'initiative historique, étaient donc destinés à être assujettis. L'instrumentalisation des preuves archéologiques découvertes en Égypte soutint ainsi le projet géopolitique de la colonisation en Afrique. Cette instrumentalisation pendant la première moitié du XXe siècle ne souffrit d'aucune contestation au sein de la communauté scientifique internationale jusque dans les années 1940. Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, des historiens africains commencèrent à s'opposer à cette vision européocentriste de l'histoire de l'Afrique. Ils entamèrent en effet une histoire défensive, dans le sillage de la lutte pour le risorgimento africain engagé par les nationalistes. Joseph Kizerbo, Cheikh Anta Diop, Engelbert Mvan, Kenneth Onwuka Dixon, parmi d'autres, les figures de proue de cette initiative. Ils prirent à contre-pied les postulats des africanistes colonialistes. Ils affirmèrent que l'Afrique a une histoire, qu'il fallait réécrire à l'aide des sources écrites et orales, de la linguistique, de l'art, de l'ethnologie et de l'anthropologie. L'espoir reposait aussi sur l'archéologie, science qui étudie les vestiges pour reconstituer le passé. Cependant, peu d'entre eux pouvaient exploiter les sources archéologiques. Le Sénégalais Cheikh Anta Diop, 1923 à 1986, en avait, lui, la capacité. Il avait fait des études supérieures en France et soutenu en 1960 une thèse d'histoire démontrant les origines nègres de la civilisation égyptienne et les origines égyptiennes des civilisations nègres. S'étant spécialisé en physique nucléaire au Collège de France, il devint, à son retour en Afrique, enseignant à l'université de Dakar et avait à sa disposition le laboratoire de l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN. Il avait publié en 1954 Nation nègre et culture. Son analyse sur le peuplement de l'Égypte ancienne et les prises de position des autres historiens africains dans les années 1950 à 1960 déclenchèrent une polémique. En effet, les tenants de la thèse d'une population leucoderme revinrent à la charge et Jacques Vendier et Robert Cornevin s'illustrèrent dans ce sens. Ce dernier maintenait que la population de l'Égypte ancienne était blanche et était venue du Caucase, origine caucasoïde. Mais les analyses de Cheikh Anta Diop au laboratoire de l'IFAN sur les prélèvements effectués sur les momies égyptiennes, notamment celles trouvées par Auguste Mariette, 1821 à 1881, prouvaient le contraire. Ces travaux captivèrent Théophile Obenga, 1936, originaire du Congo-Brazzaville, qui avait fait des études supérieures en France, à Genève et à Pittsburgh. Ainsi, entre instrumentalisation par les africanistes européens et les efforts de réinterprétation des historiens africains, les découvertes archéologiques sur la civilisation de l'Égypte ancienne furent à la croisée des chemins au début des années 1970.
Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga s'opposaient aux idées selon lesquelles l'Afrique était sans histoire, que le foyer de l'humanité se situait dans la région indo-européenne et que la population primitive de l'Égypte ancienne était blanche. Pour lever l'équivoque, l'UNESCO organisa un colloque international au Caire en 1974. En étroite collaboration, ils reconduisirent leurs thèses étayées par les preuves archéologiques. Des thèses novatrices à la lumière de l'archéologie. Le colloque du Caire de 1974 s'ouvrit par une mise au point que fit Jean-Louis-Henri Vercoutet sur les thèses en présence et sous-tendait la controverse sur le peuplement de l'Égypte ancienne. Si la thèse de l'origine, hamite, était la plus admise, il y avait en face celle de l'origine nègre. Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga se saisirent de l'opportunité pour exposer devant la communauté scientifique internationale leurs thèses confortées par des années de recherche. Ils démontrèrent, d'une part, que l'humanité avait vu le jour en Afrique et que c'est d'elle que sont partis ceux qui ont peuplé les autres continents. Ils fondaient leur affirmation sur l'âge de proconsul africanus, 18 millions d'années, de liquide qui permettait de dépasser l'an 12 000 avant Jésus-Christ, considéré jusque-là comme période à laquelle l'Afrique aurait reçu sa première vague de peuplement venant du nord en passant par le delta. Ils expliquaient que le delta, humide et insalubre, était une région inhabitée jusqu'à l'époque du roi Narmer, 3273 à 2987 avant Jésus-Christ, pharaon qui unifia la Haute et la Basse Égypte, 3100 avant Jésus-Christ, et jeta les bases de l'administration. Le peuplement de l'Égypte ancienne s'est donc effectué dans le sens sud-nord, car selon leurs travaux, partis de la région des Grands Lacs, les émigrants étaient sortis du continent suivant les trajectoires, Nilisme de Suez, Palestine, Asie, Océanie, vallée du Nil, détroit de Gibraltar, Espagne, France, Europe, Asie et vallée du Nil, Cap Bon, Italie, Europe. Ils démontrèrent d'autre part, que l'homme ayant habité dans la vallée du Nil dans l'Antiquité était né, non sous un climat tempéré, mais sous le climat chaud et humide de la région tropicale. Il avait alors une pigmentation noire à cause de l'importance du flux des radiations ultraviolettes au niveau de la ceinture de l'équateur terrestre, et que c'est en émigrant dans les régions tempérées qu'il perdit sa pigmentation. Selon eux, le premier peuplement humain de la Terre était ethniquement homogène et les civilisations nègres étaient antérieures donc dans la vallée du Nil. Ils ajoutèrent que c'est au Paléolithique supérieur que l'humanité enregistra une disparition progressive de son homogénéité initiale, cependant qu'en Haute-Égypte, les Noirs n'avaient régressé qu'à partir de l'occupation perse, 521 avant Jésus-Christ. Ils conclurent alors, renversant la thèse de l'hétérogénéité et de l'infiltration tardive des Noirs en Égypte, que le fond de la population égyptienne était nègre à l'époque prédynastique et même protodynastique. Ils s'appuyaient sur les représentations des rois protodynastiques et dynastiques Terranéter, Narmer, première dynastie, Kazekem, deuxième dynastie, Djéser, troisième dynastie, etc. en montrant que ceux-ci, visage plat et cheveux crépus, étaient de type nègre. Ils se fondaient aussi sur les résultats des tests de mélanine effectués à l'IFAN sur les échantillons aux soumis séances tenant aux spécialistes participant au colloque ou dépôt de momies égyptiennes. Ils présentèrent aussi les témoignages des Grecs, Hérodote, Diodore, Strabon, Pline, Tacite, Solon, Thalès, Platon, Lycurgue, Eudoxe, Pythagore, qui avaient séjourné en Égypte et y avaient, pour certains, été initiés à la dialectique. Ceux-ci rapportaient que les Égyptiens anciens s'appelaient eux-mêmes Khem, Kem, signifiant « noir ». Ils interprétèrent les idéographies du Ka, ou logo, du Ba, âme intelligente, et du Zé, âme sensible, figurant parmi les caractères du hiéroglyphe et pour prouver que les Égyptiens anciens, avant le 5e siècle grec, maîtrisaient la philosophie et les sciences, les mathématiques, la physique, la géométrie, la médecine, l'astronomie, etc. Enfin, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga démontrèrent que l'Afrique se caractérise par son unité culturelle. Ils comparèrent en effet les hiéroglyphes, le copte et des langues d'Afrique de l'Ouest et du Centre et trouvèrent des similitudes. Ils montrèrent par ailleurs, les bas-reliefs représentant les scènes de la vie leur permettent de relever le totémisme, l'organisation sociopolitique hiérarchique, la cosmogonie, le matriarcat comme des aspects dans lesquels les civilisations africaines contemporaines et celles de l'Égypte ancienne se ressemblent. Leurs démonstrations provoquèrent un débat controversé. Fritz de Bono, Serge Sonneron et Léonard Chini, se référant à leurs travaux, attestèrent que dans la vallée du Nil a existé l'homme le plus primitif notamment de l'Homo sapiens daté d'environ 20 000 ans. Sans se prononcer sur la couleur de la peau, ils trouvaient néanmoins que le concept de noir était relatif. Torny Søderberg revint sur les fouilles scandinaves au Soudan de 1960 à 1964 et reconnut les interrelations entre la vallée du Nil et l'Afrique septentrionale et saharienne. En revanche, il s'opposait à la notion de « race ». Sur la même lancée, Jean Vercouter reconnut aussi le caractère africain de la civilisation égyptienne, mais estima qu'il ne fallait pas confondre race et culture.
Jean Leclan s'inscrivit sur la trajectoire de Vercouter, mais fut plus contradictoire. Il objecta en effet que les Grecs utilisaient l'expression « face brûlée » pour les Éthiopiens, les Nubiens et les Noirs, et non pour les Égyptiens. Abdelgadir M. Abdallah lui emboîta le pas, estimant que ce sont les hommes de Napata, actuel nord-est du Soudan, qui étaient des Noirs et non les Égyptiens. Galab maintint enfin que les habitants de l'Égypte ancienne étaient d'origine caucasoïde et estima que l'étude des cheveux pour les caractériser était plus significative que celle de la peau. En dépit des objections, il demeura que la civilisation de l'Égypte ancienne n'avait pas été bâtie par des personnes venues hors du continent, mais qu'elle était endogène et que ceux qui avaient jeté ses fondements étaient des Noirs et non des Blancs ou des Hamites. La thèse du polycentrisme de l'origine de l'humanité était aussi révolue, du moins mise en minorité. Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga avaient en effet battu en brèche le raisonnement sur l'anhistoricité de l'Afrique et des Noirs et rendu caduc le corpus des africanistes colonialistes. Pour Nicole Blanc, il était désormais nécessaire d'aborder le problème du peuplement de l'Égypte ancienne, sans tenir compte de l'héritage du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle et des a priori raciaux qui lui sont liés. L'UNESCO reconnut que leur communication n'avait pas eu une contrepartie égale et ajouta: elles ont mis en lumière, aux yeux de presque tous les participants, l'insuffisance des exigences méthodologiques utilisées jusqu'alors dans la recherche égyptologique. Elles ont fait apparaître des exemples de méthodologies nouvelles qui permettraient de faire progresser, de manière plus scientifique, l'étude de la question proposée à l'attention du colloque. Ainsi, le colloque du Caire de 1974 fut le moment au cours duquel l'historiographie africaine fut révolutionnée. Désormais l'Afrique fait partie intégrante de l'histoire universelle. Cela interpellait les Africains sur la nécessité de revoir leur place dans un monde qui se faisait sous leurs yeux et qui était alors divisé en deux blocs. Le reste du XXe siècle fut animé par quelques initiatives allant dans ce sens. Influence des thèses de Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga après le colloque. Les démonstrations effectuées au Caire par Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga servirent de repère à plus d'un titre au lendemain du colloque. La découverte de Lucie, 3 millions d'années, en Éthiopie la même année par la mission franco-américaine co-dirigée par Yves Coppens, Maurice Taïeb et Donald Johanson créditaient leur thèse. La rupture épistémologique opérée au colloque du Caire mena l'UNESCO à concrétiser le projet, commencé en 1964, d'écrire une histoire authentique de l'Afrique en tenant compte des sources et des structures propres à l'Afrique, en privilégiant une vision intérieure, centrée sur l'Afrique, et démontrant l'unité du continent africain. Les 8 volumes d'histoire générale de l'Afrique qui parurent à partir de 1980 en furent la matérialisation. Sur la même lancée, les travaux du Caire remirent à l'ordre du jour le discours sur la renaissance et l'intégration de l'Afrique, une préoccupation que Cheikh Anta Diop formulait déjà en 1948 à travers la question « À quand une renaissance africaine ?» En effet, déclara-t-il, le souci manifesté dans Nation Nègre et Culture, aussi bien que dans nos autres ouvrages, est de parvenir à une connaissance de l'Afrique, sinon totale, du moins suffisante, pour mieux aider dans la modeste mesure du possible à son insertion harmonieuse dans le monde moderne. Ainsi, en 1974, c'est-à-dire la même année où le colloque avait eu lieu, il fit rééditer son livre sur les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire paru pour la première fois en 1960. Cheikh Anta Diop partit de ses travaux sur l'Égypte ancienne pour établir l'unité culturelle dans le continuum spatio-temporel et postuler l'unité politique de l'Afrique. Avec la rupture épistémologique, il fallait, sur cette lancée, susciter la transformation de la vision que les Africains ont d'eux-mêmes en dépassant les idées les excluant de la marche du monde. L'Afrique, estimait-il, ne devait en effet plus être perçue comme un continent morcelé et faible, mais comme un tout, riche en potentiel et capable de relever les défis qui se posent à lui. Le discours sur la renaissance africaine, porté par les Africains et pour leur propre repositionnement parmi les autres continents, incitait à une révolution des habitudes, des mentalités et au réarmement moral. Ces transformations étaient considérées comme préalables à la réinsertion et à la participation active de l'Afrique dans la géopolitique et la géostratégie globale dominée par la libéralisation économique. Théophile Obenga affirmait dans ce sens, nous devons avancer, et non ressasser, à longueur d'année, les vieux clichés de l'anthropologie coloniale. Dans une Afrique en proie aux crises socio-économiques et politiques, le plan Oméga proposé par le président sénégalais Abdoulaye Wade à la fin de la décennie 1980 apparut comme une réaction politique favorable à la renaissance africaine. En 1989, il se posait la question suivante, puisque le chemin suivi jusqu'ici nous a conduit dans l'impasse, pourquoi ne pas en essayer un autre ? Le plan Oméga devait selon lui permettre à l'Afrique de réécrire son histoire. Il était concrètement question de renforcer les capacités communicationnelles de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, pour favoriser la cohésion entre les peuples, créer une monnaie africaine, développer la science et la technologie en Afrique,
construire les infrastructures et les voies de communication modernes, entre autres. Parallèlement à Abdoulaye Wade, le président sud-africain Thabo Mbeki fournit une réponse politique favorable à la renaissance africaine, y voyant le moyen pour l'Africain de restaurer sa mémoire, sa dignité et de rebâtir son avenir. En 2000, inaugurant l'Institut pour la Renaissance africaine, il déclarait « L'heure de l'Afrique a sonné ». Rejoint par d'autres chefs d'États africains, Abdel Aziz Bouteflika, Hosni Moubarak, Olusegun Obasanjo, il présentait le plan du Millennium pour le programme de redressement de l'Afrique, Millennium Partnership for the African Recovery Programme, MAP, au Forum économique mondial de Davos le 28 janvier 2001. Sa proposition et celle d'Abdoulaye Wade reçurent un accueil favorable au sein de l'OUA qui, le 3 juillet 2001, fusionnait le MAP et le plan Oméga en la nouvelle initiative pour l'Afrique, NAI. Le 24 octobre 2001 à Abuja, la NAI devenait le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, New Partnership for Africa's Development, NEPAD. À sa création en 2002, l'Union africaine, UA, a signé au NEPAD la mission de combler le fossé entre l'Afrique et les pays développés à l'ère de la mondialisation. Au total, les preuves archéologiques issues des fouilles effectuées en Égypte occupèrent une place de choix dans les travaux des africanistes au XXe siècle. Leur exploitation fut enchâssée à des canons d'interprétation variés et soutenant des projets politiques aux finalités contraires. Ainsi, l'une des principales critiques formulées à leur endroit fut d'associer science et idéologie, cette dernière ayant de manière générale souvent fini par susciter des interrogations sur leur objectivité. Il apparaît en effet que tandis que les africanistes colonialistes avaient voulu entretenir une polémique raciale sans épaisseur scientifique pour justifier la division et l'occupation des autres continents et la domination des Occidentaux sur les non-blancs, l'Afrique et les Africains dans le cas d'espèce, les chercheurs africains orientèrent leurs interprétations dans le sens de favoriser la renaissance de l'Afrique et son insertion dans l'histoire et la marche du monde. D'une tendance à une autre, le colloque du Caire de 1974 permit, somme toute, de révolutionner l'historiographie africaine. Les travaux des chercheurs africains étudiés ont à ce titre le mérite d'avoir voulu soutenir la cause de l'épanouissement, une cause à laquelle aspirent tous les peuples. Cependant, la prolifération des doctrines, panafricanisme, économisme, afrocentrisme qui a aujourd'hui le vent en poupe qui ont jusqu'ici été sans résultat palpable tend à effriter le concept même de renaissance africaine. Un concept qui a eu un écho dans la sphère politique continentale, mais dont l'opérationnalité demeure encore préoccupante en ce début du XXe siècle.